Ok, on continue sur notre série de vidéos sur les modèles GLM. Donc, je parlais un petit peu de déviance et de résidus, qui est la partie que je n'avais pas vraiment abordée quand on faisait la- la régression logistique et la régression de Poisson. Je vais rebasculer sur mes slides et on va discuter de ça. Donc, ça va être assez rapide, hein. Je crois que j'ai 4 slides sur le sujet. Euh, ok, donc, quand on avait parlé de modèle par moindre carré, parce qu'on a, alors, l'idée c'était est-ce que mon modèle est bon ou pas. Donc, on avait un critère qui apparaissait tout de suite en fait quand on a sorti la régression qui était le R2. Ok, donc le R2 c'était un ratio de variance entre la partie expliquée et la variance totale de notre variable d'intérêt, okay, qui peut être vue comme 1 moins la variance des résidus sur la variance totale. Et là, pour le moment, on n'a toujours pas défini de résidus. Donc, encore une fois, les résidus, moi, j'en parlerai aujourd'hui quand même, mais on les définit dans un second temps. Okay, donc, on n'a toujours pas de résidus, donc c'est encore un peu compliqué de parler de R2. Par contre, ce qu'on avait vu, c'était que le R2, bah, il s'apparentait à la somme des carrés des résidus. Et la somme des carrés des résidus, elle apparaissait dans la vraisemblance. Donc, on peut avoir envie de dire, bah, peut-être que la vraisemblance est une métrique importante, parce que ça permet de voir si le modèle est bon. On veut le modèle le plus vraisemblable possible. Peut-être qu'on peut s'amuser à comparer les vraisemblances entre modèles. Et ce qu'on avait vu, c'était, bah, c'est bien, mais ça permet de comparer des modèles avec des nombres de paramètres différents. Donc, on avait introduit le AIC, le BIC. Okay, donc, on va continuer un petit peu autour de ça. Mais dans un premier temps, on va définir donc, ce concept de déviance, qui est en fait une variation autour de la log vraisemblance. Okay, donc, je rappelle que dans le cas des modèles gaussiens, la log vraisemblance, ça faisait penser à la somme des carrés des erreurs. Donc, la somme des carrés des erreurs, une fois qu'on normalise, on a le R2. Okay, donc, finalement, ce n'est pas quelque chose de complètement exotique. Un des soucis qu'on a, c'est le fait qu'on va s'amuser peut-être à comparer des lois qui sont assez différentes. Okay. Et puis, on a aussi un autre petit souci, et c'est un des problèmes qui va se poser avec le terme d'erreur, c'est que quand on fait des moindres carrés standard avec un modèle gaussien, avoir un résidu nul ou très faible, c'est possible. Et là, le problème qu'on a, c'est que bah, c'est possible que dans pas mal de cas, en fait, la différence entre mu chapeau et y, euh, elle soit grande. Euh, En tout cas, elle va être a priori toujours différente de zéro. Enfin, pensons juste au cas de la régression logistique. Dans le cas de la régression logistique, j'ai quelque chose qui appartient à 0,1, donc qui prend les valeurs 0 ou 1. Et dans l'autre cas, on a quelque chose qui prend les valeurs, j'ai presque envie de dire 0,1 en excluant 0 et 1. C'est-à-dire que c'est quand même parfois assez difficile de tomber sur 0,1. On ne tombera jamais strictement d'ailleurs sur 0,1. Et même de mémoire sous R, quand on tombe sur 0 et 1, il nous dit qu'il y a un souci. C'est que prédire une probabilité à 0 et une probabilité à 1, ça l'embarrasse. Okay, et techniquement, ça veut dire que notre état est parti à l'infini. Donc, c'est quand même pas rien. Okay, donc, on a un petit souci, c'est que j'ai aucune chance d'avoir des prévisions et des observations qui coïncident. Okay, donc, on a peut-être besoin de se demander qu'est-ce que donnerait le modèle euh, où j'aurais observé en fait les mu-chapeaux. Okay, donc on est quand même capable d'écrire cette vraie, enfin pardon. Qu'est-ce qui se serait passé si j'avais obtenu un modèle parfait? D'accord, donc c'est un petit peu ce qu'on va se demander. Donc on va introduire donc ce log de mu-chapeau. Donc ça c'est la vraisemblance standard. Okay, le maximum de la vraisemblance, j'obtiens mes bêta-chapeaux. Mes bêta-chapeaux vont me donner mes mu-chapeaux. Okay, et donc au maximum de ma vraisemblance, j'obtiens une log vraisemblance qui est log de mu-chapeau. Mais ce qu'on peut se demander, c'est qu'est-ce que ça aurait donné si jamais j'avais obtenu un modèle parfait. Okay, donc, si jamais j'avais obtenu un modèle parfait, on aurait cette grandeur-là. C'est-à-dire que si jamais je remplaçais les mu-chapeaux par des y, qu'est-ce que j'aurais? Okay, ce qui est a priori un scénario assez invraisemblable, et ça nous permet en tout cas de voir un petit peu le meilleur modèle parfait. Et on va essayer de mesurer cette distance à ce modèle parfait, en fait. D'accord? Donc, c'est ça l'idée de la déviance, c'est de quantifier la distance qui existe entre le modèle parfait, qui est quasiment impossible à atteindre, et la log vraisemblance. Donc, la déviance, c'est la définition, ça va être cet objet-là, okay, qui est la différence entre la log vraisemblance saturée, okay, qui est le modèle parfait, et le maximum de la log vraisemblance qu'on a obtenu avec notre modèle. Okay, donc, à une fonction linéaire donnée, hein, encore une fois. Okay, donc c'est ça qu'on va essayer d'utiliser.
Alors, il y a juste une petite subtilité. Alors, on a toujours un facteur 2, parce que quand on fait des rapports de vraisemblance, on a toujours un facteur 2 qui traîne. Je renvoie vers un billet de mon blog sur le sujet, mais si vous voulez, je remettrai le lien. Euh, et on introduit le paramètre phi. Donc, le paramètre phi, on va l'avoir dans cette déviance. Ok. On peut définir une scale deviance en divisant par phi. Donc, la scale deviance, ça sera techniquement uniquement 2 fois le log des rapports de vraisemblance, c'est-à-dire 2 fois le log la différence entre les logs de vraisemblance. Okay. Donc ça, c'est le premier objet qu'on va utiliser abondamment. Okay. Cette notion de déviance qui est très très liée à cette vraisemblance, mais sauf qu'on va la normaliser. Voilà. Il y a une autre grandeur qui va être envoyée typiquement sous R, c'est la null deviance. Donc la null deviance, ça va être basé non pas sur le modèle estimé mu chapeau, mais c'est ce que ça donnerait si jamais j'avais régressé uniquement sur une constante. Donc en gros, mon mu chapeau va s'apparenter à Y chapeau. Okay. Donc dans un modèle logistique, on prendrait d'un côté le modèle parfait et de l'autre cas le modèle le plus mauvais qu'on puisse imaginer, c'est-à-dire où je mets la probabilité de valeur 1 identique pour tout le monde, donc je ne fais pas de segmentation. Voilà. Donc on a ces 3 grandeurs qui interviennent, qui vont intervenir en tout cas, quand on va essayer de juger de la qualité d'un modèle. Et ça fait partie des sorties qui apparaissent en tout cas dans une régression GLM. On va avoir cette déviance qui est donnée comme information. Donc, au lieu de nous donner la log vraisemblance, on nous donne la déviance. Donc, c'est juste une normalisation, encore une fois, de cette log vraisemblance. Okay. On peut juste regarder un peu ce que ça donne dans des cas particuliers. En particulier, il y a le cas gaussien. Okay. Donc, dans le cas gaussien, la différence entre les deux, la log vraisemblance parfaite et la log vraisemblance que j'obtiens avec mon modèle, c'est la différence donc, entre yi et mui élevé à la 2. Donc, on récupère tout simplement la somme des carrés des résidus. Et ça, on va le garder en mémoire parce que si jamais dans le cas gaussien, la déviance s'interprète comme une somme des carrés des résidus, ça me permettra de définir une notion de résidu. Okay. C'est qu'à partir du moment où je récupère ici ma vraisemblance de Poisson, ma déviance de Poisson, en fait, le terme qui se trouve là, je vais pouvoir l'interpréter en prenant une racine carrée comme étant un terme de résidu. Okay. Et ça, c'est intéressant parce que ça nous donne des résidus qui vont être beaucoup plus pertinents que juste regarder la différence entre ce que j'observe et ce que donne mon modèle. Donc cette approche qui nous donnera donc les résidus standards dans le modèle gaussien ne marche pas parce que là, on n'est pas du tout sur des résidus standardisés. Okay. Encore une fois, j'ai une variance qui n'est pas constante par construction. Et donc, on va pouvoir avoir ici une manière de construire des résidus en gardant en tête que la somme des carrés des résidus, elle a une interprétation. Okay. Et c'est justement ce qu'on appelle la déviance. Donc la déviance va s'interpréter comme étant une somme des carrés des résidus dans le modèle gaussien. Et ce qu'on va récupérer dans les autres modèles, qui peuvent être ces grandeurs-là ou toutes sortes, éventuellement essayer de le calculer dans le cas de la logistique, par exemple, okay, ça nous permettra de construire des résidus. Okay. Donc la déviance, ça va être cette grandeur-là. Et ça, je peux l'utiliser pour récupérer mon phi. Donc, juste pour faire comme dans tous les livres, je vais appeler sigma 2 mon phi, ou ma fonction a de phi. Okay. Et me rendre compte que ma déviance, elle s'écrit sous cette forme-là. D'accord. Donc, à partir du moment où j'ai récupéré en fait ma déviance, dans ces cas-là, je vais pouvoir récupérer un estimateur de mon phi chapeau. Okay. Donc, en fait, j'ai cette formule-là qui va me permettre de récupérer mon estimateur phi chapeau. Alors, il s'avère que ce n'est pas exactement celui qu'on va utiliser parce que ce n'est pas forcément très, très stable. Donc, mais en tout cas, ça va être l'idée, c'est de se dire, si jamais j'obtiens mes résidus, je peux récupérer un estimateur de mon paramètre de déviance. Et c'est en fait exactement ce qu'on faisait quand on faisait nos calculs de variance des résidus dans le modèle gaussien. C'est de dire, je construis mon modèle, j'estime mon paramètre, et une fois que j'ai récupéré mes paramètres, je récupère mon sigma, et une fois que j'ai mon sigma, en fait, une fois que je récupère mes résidus, je vais récupérer mon sigma. Voilà, donc en fait, le sigma, il apparaît toujours à la fin, une fois qu'on a construit nos résidus et qu'on essaie d'estimer le paramètre. D'accord. Donc c'est en fait exactement la même chose. Donc ça va être la même chose ici. Okay, donc soit je passe par cette somme des carrés, cette somme de carrés de résidus de déviance qu'on va interpréter comme étant de la déviance, ou alors sinon on peut passer sur cette écriture-là. Et cette écriture-là, on sait que c'est ce qu'on a dans une écriture de distance du qui 2. Okay. La différence entre y et mu chapeau, que je vais diviser par, donc que j'élève à la 2 et que je divise par la variance de mes
de mes observations. Okay, cette grandeur-là, je peux aussi l'interpréter comme étant une somme des carrés d'erreur. Okay. C'est aussi ce qu'on faisait en fait dans le modèle gaussien. Et cette chose-là, par contre, sera beaucoup plus robuste. Et c'est ça qu'on va utiliser en le normalisant correctement pour récupérer un estimateur de notre grandeur, de notre paramètre phi chapeau. Okay. Donc, la déviance, c'est une première manière c'est une première grandeur qui apparaît en fait assez naturellement quand on normalise notre log vraisemblance. Ce qu'on voit derrière, c'est qu'il y a sûrement une interprétation en termes d'erreurs. Donc, c'est ça qu'on va exploiter juste après. Et que ces erreurs, ils me permettent de récupérer le paramètre qu'on n'avait pas jusqu'à présent, que je suis supposé donner, mais encore une fois, je peux l'estimer. OK, donc les deux types d'erreurs qu'on va pouvoir définir, donc c'est cette erreur de déviance, donc c'est celle que je viens de définir, donc en disant, ma déviance, ça t'interprète comme une somme de termes, et ces termes, si jamais je prends leur racine carrée, je vais récupérer une somme de termes dont le carré est égal à la déviance. Okay, ce qui s'apparentait à la somme des carrés des résidus dans le modèle gaussien. Alors, on a juste un petit problème, c'est ce plus ou moins, okay, c'est que mes résidus ne sont pas définis, ils n'ont pas de signe. Donc pour ça, c'est relativement simple. Si jamais mes résidus sont au-delà de la valeur prédite, je vais mettre un plus. Si jamais je suis en dessous, je vais mettre un moins. Donc en fait, je vais récupérer le signe de la différence entre y, entre y et mu chapeau. Ok, donc on va tout simplement regarder le signe qui est là. Le signe de cette différence, je vais le garder pour déterminer soit c'est un plus, soit c'est un moins. Et ensuite, je vais prendre la racine carrée de ma déviance. Okay, donc ça, c'est les résidus de déviance qui vont s'obtenir sous la fonction R residuals type égale deviance. L'autre possibilité, c'est de passer par ces résidus de personnes qu'on vient de voir, qui consiste juste à dire, je vais prendre la différence entre ce que j'observe et ce que je prédis, et je vais tout simplement les normaliser pour avoir une variance constante. Okay, donc je divise par la fonction variance de mes observations. Okay, donc ça nous définit deux grandeurs qui, en fait, dans le cas gaussien, nous donne exactement la même chose. Donc c'est pour ça que jusqu'à présent, on n'avait pas eu de trop de soucis pour définir les résidus. C'est que dans le cas des résidus gaussiens, c'est juste la différence entre ce que j'observe et ce que je prédis. Mais dans les autres lois, en fait, on a plusieurs manières de définir ces résidus. Okay, dans le modèle de Poisson, encore une fois, j'utilise davantage les résidus de Poisson parce que je trouve qu'ils sont plus simples à interpréter. C'est juste de dire, je prends mes résidus standards, la différence, et je les normalise en tenant compte du fait que la variance était égale à la moyenne. Okay, donc je vais diviser par l'écart type. Donc c'est toujours cette idée du fait que quand on a des observations, on peut les rendre de variance unitaire en divisant par l'écart type. Okay, et là, la variance, je la connais, c'est tout simplement mu chapeau. Pourquoi? Parce que c'est un modèle poissonien. Donc cette écriture là découle tout simplement du fait que j'ai un modèle de Poisson et donc je sais que la variance de mes yi, elle est égale à mu i chapeau. Donc la variance estimée, c'est les mu i chapeau. Donc en fait, en prenant la racine carrée des mu i chapeau, j'ai divisé par l'écart type. Okay, et je peux faire la même chose dans le cas d'une loi gamma. Donc dans le cas d'une loi gamma, la variance, c'est le carré de mu i. Okay, donc la variance estimée, ce sera le carré de l'estimation, et donc il suffit de prendre la différence, donc le résidu brut, divisé par la vraie valeur. Donc ça me donne mes résidus de Poisson. Okay. L'autre possibilité, c'est de se dire, je vais prendre les termes qui apparaissent dans ma déviance, je prends leur racine carrée et je prends un signe plus ou moins. Donc ça me donne un autre type de résidu. Okay, donc ça, c'est les autres, la grande famille de résidus qu'on peut utiliser dans les GLM, on va avoir deux résidus, okay, qui sont ces résidus de personnes et de déviance, qui sont par construction des résidus qui vont être indépendants, okay, parce que mes données étaient indépendantes, et en plus identiquement distribués. Donc, j'ai normalisé par la variance, en fait. Donc, ça me permet de récupérer des résidus qui vont nous servir par la suite, en particulier quand on fera du bootstrap, quand on voudra recréer des jeux de données, on va pouvoir utiliser ces résidus normalisés. Donc, je redonne juste la fonction pour le faire, parce que je l'ai juste dit oralement. Okay. Donc, on a cette fonction GLM qui me permet de faire ma régression. J'ai mes résidus qui sont définis par la fonction residuals, donc je demande les residuals de ma régression. Soit je demande les résidus de personnes, soit je regarde les résidus de déviance. Okay. Et à partir du moment où j'ai ça, ça va me permettre, en particulier, on verra, ou on a vu il n'y a pas très longtemps la loi quasi-Poisson. Donc en faisant cette procédure-là, par exemple, en calculant toute cette somme des carrés des résidus dans un modèle poissonien, on va pouvoir récupérer le paramètre quasi-Poisson associé. Donc, on va pouvoir récupérer une estimation de ce paramètre phi, même si j'avais fondamentalement estimé une régression de Poisson. Donc, on va commencer à voir arriver cette notion de surdispersion et ces modèles quasi-lois dans lesquels on a la possibilité d'avoir ce paramètre phi. Okay. Donc, je vous laisse digérer un petit peu tout ça. Donc, regardez ces histoires de déviance. Donc, la déviance est un critère important. Donc, l'idée, c'est de regarder juste une log vraisemblance que je vais normaliser avec un modèle parfait. Et donc, ça
c'est quelque chose qui est probablement potentiellement plus intéressant que la vraisemblance standard. Ok, donc je m'arrête là et puis on continuera sur un autre sujet très bientôt.